très bien. Ça marche. Bravo, bravo. Alors, Jingle Eustache, la minute qui détache. Alors là, ça va être restreint, hein, parce que finalement, j'essaie de résumer de plus en plus, au lieu d'élaborer de plus en plus, j'essaie de résumer un peu. Donc, on était page 112. Donc, tu as dit, pour les prasangika madhyamika, la saisie qui engendre le samsara doit être innée et pas seulement acquis. Il faut faire attention de bien cibler l'objet de négation, notre cible, et ne pas faire donc une surexagération, à savoir ne pas réfuter trop ou pas assez. On doit être donc dans la voie médiane. Certains ont essayé de nier un soi conventionnel comme extérieur à nos agrégats, mais cela, tu as dit, reste difficile à dire. Il faut donc bien identifier l'objet de négation pour ne pas tomber dans le nihilisme. On existe car on est connu par une cognition valide conventionnelle. Le moi conventionnel existe, mais de quelle manière, c'est ce qui est important. Quand on est par exemple critiqué ou on est face à un danger, c'est ce moi-là qui est celui-là qu'il faut regarder, voir comment il apparaît ou semble exister pour cibler donc notre objet de négation. C'est lui-là notre objet de travail et d'analyse, voir si ce soit permanent, unitaire et autonome existait, quelles qu'en seraient les conséquences. S'il existait, il serait soit un, soit différent des agrégats. Il n'y a pas de troisième possibilité. Donc, on a parlé du raisonnement dans l'analyse ultime et l'analyse conventionnelle et la loi de non-contradiction. C'est-à-dire, on ne peut pas exister de façon permanente, unitaire et autonome, et aussi de façon conventionnelle. La nature est logique, et il faut donc avoir une rigueur dans notre raisonnement. Après, on a parlé de la méditation semblable à l'espace, comme le simple absence de soi intrinsèque, inhérent et permanent. Comme ce soi semble apparaître comme existant de façon permanente, unitaire, autonome et indépendante, c'est comme une illusion. L'apparence et la réalité donc sont totalement discordants. C'est cela la post-méditation semblable à l'illusion. L'existence dépendante réfute donc l'absolutisme et la vacuité d'existence indépendante réfute le nihilisme. On comprend comment la vacuité peut se manifester à travers les causes et les conditions, et ainsi on ne sera plus emporté par les vues saisissant les extrêmes. La vacuité d'existence indépendante et l'existence dépendante sont deux faces d'une même réalité. La compréhension donc de la vacuité ainsi va progressivement remplacer nos projections pour ne plus être, par exemple, en colère. Les trois conditions principales pour la genèse d'une affliction sont les graines, la proximité avec l'objet et l'application mentale inappropriée, ou comme a dit Bernard, les ruminations. On les remplace donc par un état d'esprit qui relativise et qui se dirige vers la solution. Cela marche ainsi avec toutes les afflictions, l'attachement, etc. Le but est de gagner en liberté. Voilà. Ah, bravo. Bravo, c'est magnifique. Mm. Et juste pour l'apparence du soi, en fait, pour les Prasangika, si on prend le point de vue Prasangika, un soi permanent, autonome et unitaire, donc l'Atman, des tenants philosophiques non bouddhistes, semble être une hallucination totale, en fait. C'est même pas quelque chose d'inné. Donc ça n'apparaît même pas, en fait, aux consciences ordinaires. Ah, Ouais. ok. Et, ce qui apparaît, en effet, c'est, si on parle de la personne peut sembler exister de manière autosuffisante et substantielle, et elle peut sembler exister de manière inhérente. Ouais. Ouais. Et donc ces deux types de soi ont des aspects innés et peuvent bien sûr avoir des aspects acquis. Ouais. Si on met le nez dans des bouquins de philo, si on renforce cette saisie avec des concepts élaborés, etc., ça devient des saisies acquises, ouais, philosophiquement acquises. Très bien, bah, c'est super. C'est magnifique. En effet, comment on se débarrasse progressivement des afflictions. Ouais. D'ailleurs que ça prend du temps, hein. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On le sait tous, hein, on s'en rend compte dans notre expérience. Hein.
Par exemple, moi, je me souviens une fois, j'étais à Haute-Savoie, je venais juste de terminer le super bouquin de Sasanté qui s'appelle Guérir la violence. Il commente le chapitre 6 de Shantideva, qui est sur la patience. Je venais juste de le terminer et à l'issue de la lecture du livre, je me suis embrouillé avec un collègue. Ah, j'étais déçu, déçu, déçu. J'avais passé quoi, une semaine à relire le livre et tout. Et ben non, ça n'a pas suffi. Parce que c'était intellectuel, tout simplement. Ouais. Parce Évidemment. que même si on peut, au moment où on lit le livre, on se dit, ah là là, mais c'est exactement ça. La colère est tellement inscrite dans notre ADN presque. Voilà. Donc c'est tout à fait normal, il faut en tenir compte, et tenir compte de nos limites. On ne deviendra pas un Shantideva ou un Nagarjuna demain. Ah, peut-être pour vous, mais moi, c'est sûr que non. Donc ça va prendre du temps, il faut tenir compte de ses limites et de son potentiel aussi. Ouais, parce qu'on a des limites, mais c'est des limites qui sont imposées sur quoi? Sur un potentiel. Donc ce potentiel est bien, bien, bien plus important que les limites. Les limites, elles sont bien sûr existantes, hein, sinon on ne serait pas dans le samsara. On n'aurait pas besoin d'étudier Shantideva pour se réveiller du sommeil de l'ignorance. Si on en a besoin, ça veut dire qu'on a ses limites. Mais aussi, si on est capable d'analyser le soi, le non-soi, etc., c'est grâce à cette nature fondamentale de notre esprit. Ouais. Très bien, très bien. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir s'il y a des choses qui vous gênent, ou même si vous avez envie de partager un point, une anecdote ou quelque chose que ce soit. C'est très important puisque la dernière fois, j'avais revu la vidéo et pendant que ça coupait, pendant que je n'entendais pas ce que vous disiez, Claudine disait qu'elle parlait trop, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout, hein. C'est pas du tout le cas. C'est au contraire, nos réunions se construisent avec vos interventions s'il n'y a pas que moi qui jacte, même si dans les faits, c'est souvent ça. Très bien, donc on était à la page 112, c'est ça, ouais, pour vous, et donc 124 pour moi. Et il y a un point qui est très, très important, c'est comment est-ce qu'on réaffirme l'existence conventionnelle une fois qu'on a éliminé l'existence ultime. Ça, c'est très, très difficile. C'est l'un des aspects les plus difficiles de la voie médiane. Et donc, Sasanté dit, c'est dans le paragraphe qui commence par le grand Tsongkhapa. Ouais, souvent, on l'appelle comme ça, Tsongkhapa Chenpo, tibétain. Le grand Tsongkhapa dit que l'un des points les plus difficiles de la philosophie madhyamika, la philosophie du Madhyamaka, est de maintenir la réalité du monde, de la vérité conventionnelle, une fois que l'on a réfuté l'existence intrinsèque de tous les phénomènes. Ouais, c'est difficile ça. C'est difficile, ouais. Non? Ce qui est difficile, c'est entre les deux niveaux, oui. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très, très important de se dire, parce que souvent, quand on étudie la vacuité, on se dit bah, tout est vide, donc rien n'existe. Non. Donc en fait, tout est vide, donc c'est parce que tout est vide que tout ce qui existe existe. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Ainsi que je l'ai mentionné plus haut, dit Sasanté, le doute qui s'élève tout naturellement dans notre esprit est le suivant. Une fois que l'on a réfuté l'existence intrinsèque des phénomènes, et donc de nous-mêmes aussi, puisqu'on en fait partie, comment peut-on parler de façon cohérente de l'identité? Ouais, ça pose question. Hein. On se dit, voilà, une situation est vide d'existence inhérente. Nous sommes vides d'existence inhérente. Nos agrégats sont vides d'existence inhérente. Donc, où est l'identité dans tout ça? Ouais. Où est l'identité conventionnelle? Ouais. Donc, souvent, on peut avoir tendance à se perdre. On se dit, mais où est-ce que j'existe? Tiens, il n'y a pas Laurence ce soir. Et il y aura pas Céline aussi, hein, elle m'a dit qu'elle ne venait pas ce soir. Et donc, on se cherche parfois. Donc, bien sûr, conventionnellement, c'est facile. Si on sait plus si on sait plus dans quel pays on est, on regarde le GPS, etc. Donc ça, c'est se chercher conventionnellement. Ouais. Ou chercher quelqu'un conventionnellement, ouais, quelqu'un qui est là, qui n'est pas là, etc. Ouais. Ok, mais une fois qu'on s'est cherché ultimement et qu'on ne s'est pas trouvé ultimement, on a des raisons de se dire, oui, mais qui suis-je finalement? Donc c'est important de se poser ces questions-là, mais de réaffirmer l'existence conventionnelle, se dire, bah,
en dépendance des agrégats, je suis un être humain, j'ai des agrégats humains, donc je suis un être humain. En dépendance si on prend le contexte bouddhiste, en dépendance d'une prise de refuge, on est bouddhiste, en dépendance de vue, on est un tenant, bouddhiste ou pas bouddhiste, etc., etc. En dépendance de profession, en dépendance de ceci et de cela, ouais. Donc en dépendance. On existe en dépendance. Ouais. Ok, très bien. Donc cette question touche au cœur du problème philosophique. Il est utile de faire une distinction entre l'objet apparent et l'objet référent, car cela nous pousse à la précision en ne réfutant pas l'existence du moi. Donc ici, en français, ils ont marqué à la précision en ne réfutant pas l'existence réelle du moi, mais en réalité, les Madhyamika réfutent l'existence réelle. Donc, notamment, ici, sa sainteté a voulu dire on ne réfute pas l'existence conventionnelle du moi, ouais. Tout à fait. Sinon, on réfuterait trop, ouais, on serait dans la surnégation. Ouais, très bien. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'une fois, c'est l'un des exemples qu'a donné Vénérable Geshe Dandul, si vous ne le connaissez pas. Il a pris l'exemple d'un dentiste, justement, qui doit retirer une carie. Et donc, soit il retire trop, soit pas assez, s'il ne voit pas très bien ce qu'il est en train de faire. Mais s'il voit bien ce qu'il est en train de faire, il retire exactement ce qu'il faut retirer. Ouais. Et donc, c'est justement tout le boulot du scalpel de la philosophie madhyamika, ou prasangika madhyamika, c'est d'éliminer uniquement ce qu'il faut éliminer, ouais, et de laisser intact ce qui existe. Ouais, ouais, ça joue? Ok, très bien. Sinon, ça peut faire très mal. S'il n'y avait pas de moi du tout, pourquoi aspirerions-nous à l'éveil? Pourquoi chercherions-nous le chemin de la perfection? Il n'y aurait aucun sens à cette quête, car il n'y aurait personne pour prendre cette voie. Ouais. Nous existons bien. Ah, c'est la bonne nouvelle. Ok. Selon Tsongkhapa, en ce qui concerne la réalisation directe de la vacuité, toutes nos perceptions et expériences sont entachées par notre appréhension erronée de l'existence intrinsèque. Donc ça veut dire qu'il n'y a que la réalisation directe pour les non-bouddhas, il n'y a que la réalisation non conceptuelle de la vacuité qui n'est pas erronée. Ouais. Toutes les autres consciences des êtres ordinaires et des aryas, qui ne sont pas des bouddhas, toutes les autres consciences qui ne sont pas la réalisation non conceptuelle de la vacuité sont erronées. Après, est-ce qu'on adhère à ça ou pas? Là, c'est une autre question. Ouais. On peut ne pas saisir l'existence inhérente de soi-même, d'un autre phénomène, etc. On peut être simplement sur le simple phénomène, ouais. Sans l'affubler d'une existence en soi, sans réfuter son existence en soi. Ça peut être le simple phénomène, tout simplement. Ouais. Mais le problème, c'est que comme il continue d'apparaître comme s'il existait en soi, si on s'appesantit un petit peu sur le phénomène, forcément, il va y avoir un moment donné où on va finir par saisir, par adhérer à l'apparence. Ouais. Ouais. Et c'est là où on a le phénomène apparent, l'objet apparent et l'objet référent, l'objet conçu. Ouais. C'est-à-dire que vous avez la simple apparence de l'objet, mais après, est-ce qu'on adhère à l'apparence ou pas? On regarde un film et il y a, soit on est distrait, soit le scénario a un petit bug dans le scénario, etc. Et donc on n'est plus du tout dans le film, ouais. Mais l'apparence continue, on est toujours en train de voir le film, mais on n'adhère plus à ce qui se passe dedans. Très bien, donc c'est là où il y a cette distinction entre objet apparent et objet référent, ici, dans ce cas-là. Très bien. Nous devons donc nous montrer rigoureux en identifiant l'objet à réfuter. Ouais, ça, c'est vraiment le premier job d'un Madhyamika, c'est de déterminer la façon dont nous ne pouvons pas exister. Donc, de déterminer si l'apparence correspond à la réalité. Est-ce que nous existons vraiment de la façon dont nous semblons exister, comme dans les cas mentionnés par Eustache tout à l'heure, quand on a peur ou quand on est dans une situation qui fait émerger cet ego qui habituellement est en filigrane dans notre expérience. Ok. Donc il nous faut utiliser notre propre expérience personnelle, examiner comment notre conception innée du moi surgit instinctivement. Sinon, on pourrait parler pendant des heures de philosophie bouddhiste et de vacuité, etc., sans entamer du moindre iota notre conception innée de notre propre personne. Ouais, c'est ce que dit sa sainteté dans un autre livre, je ne sais plus lequel,
où il dit, en effet, si on n'identifie pas l'objet de négation, si on ne l'applique pas à notre propre personne, on pourrait disserter pendant des heures et des heures sur la vacuité, sur, quand même avec un vocabulaire extrêmement technique, des philosophies bouddhiques, etc. Mais en fait, au bout du compte, est-ce qu'on aura vraiment modifié quoi que ce soit dans notre expérience, de notre saisie? Ouais. Donc c'est très important de voir que cette saisie, elle peut remonter à la surface quand il y a des situations de danger ou de, euh, de menaces, ou, etc. Tout ce qui peut menacer l'existence du moi, en fait, ça le fait réagir d'une certaine manière. Donc du moi, bien sûr, distordu, parce que le simple moi conventionnel, bien sûr qu'il faut le protéger. Bien sûr qu'il faut fuir un danger, ou qu'il faut faire face à une situation menaçante, etc. Ouais. Dans ce cas-là, c'est important, parce que le soi conventionnel existe. On ne peut pas le nier. Très bien. OK. Donc il nous faut remettre avec rigueur notre expérience en question. Si le moi a réfuté, donc l'objet de négation existait, de quelle manière existerait-il? Ouais. On essaie de vérifier, OK, cette hypothèse de travail, comment est-ce que je semble exister? Comment est-ce que les autres m'apparaissent? Etc. Et donc, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que cette apparence-là, est-ce que c'est la réalité pure et dure? Donc de vérifier concrètement. Si le moi réfuté existait, de quelle manière existerait-il? Nous devons au moins avoir une idée de ce à quoi il ressemblerait. Ouais. Seul un examen attentif de la façon dont nous faisons réellement l'expérience du moi peut nous rendre capables de comprendre comment la réalisation de la vacuité va réfuter notre appréhension de l'existence intrinsèque. Ouais, c'est ce qu'on disait l'autre jour, par exemple, cet exemple d'un enfant qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il est persuadé qu'il y a un monstre sous le lit. Il faut qu'il ait clairement à l'esprit à quoi ressemble le monstre. Ouais. Pour Mm. ensuite vérifier sous le lit que le monstre n'existe pas, que le monstre n'est pas sous le lit. Ouais. S'il n'a qu'une vague idée, par exemple, parfois on a des angoisses, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas de quoi vraiment on a peur. Et Mm. donc dans ce cas-là, c'est difficile de trouver une forme de résilience, parce que on ne sait pas de quoi on a peur. Si à la rigueur on sait qu'on a peur des araignées, on peut faire un genre de thérapie pour essayer de vivre avec les araignées, etc., etc. C'est possible. Ouais, la résilience est possible parce qu'on sait de quoi on a peur. Mais quand c'est une angoisse, qu'on ne sait pas d'où ça vient, là, c'est très compliqué. Ah, j'imagine. Ça m'est pas vraiment arrivé. J'ai eu des fois le cafard, mais je savais à peu près d'où ça venait. OK. OK. Donc, c'est très important de distinguer comment les choses nous apparaissent. Ouais. Et donc, de vérifier comment notre moi nous apparaît dans ces situations menaçantes, dangereuses, etc. Pour vérifier, OK, s'il existait de la façon dont il m'apparaît, quelles seraient les conséquences? Ouais. Et donc, c'est ça notre boulot pour méditer ensuite sur la vacuité, ouais. D'employer les raisonnements pour comprendre l'absence pure et simple de ce moi distordu qui n'a jamais existé, ouais, mais qu'on saisit comme existant. Ouais. Ok. Dans le Chatushataka, les 400 stances d'Aryadeva, il est déclaré que la graine du cycle des existences est la conscience, et que ce n'est qu'en appréhendant le non-soi des objets, dans ce cas le non-soi de la conscience, que nous pouvons éradiquer cette semence. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Sa sainteté le dit plus loin dans ce même ouvrage, normalement, où il dit que c'est beaucoup plus spectaculaire pour le pratiquant de méditer sur la vacuité de la conscience elle-même. Parce que, euh, en effet, on a tendance à s'assimiler à sa conscience. D'ailleurs, dans certaines écoles de philosophie bouddhiste, si on cherche l'illustration de la personne, si on se demande mais c'est quoi vraiment une personne, il faut pouvoir pointer du doigt quelque chose. Ouais. Mm. Donc on trouve souvent le continuum de conscience. Ouais. Ouais. Chez les Sautrantika, les Chittamatrins aussi, et même, pourquoi pas, les Sautrantika, Swatantrika, Madhyamika vont considérer aussi que ça peut être le continuum de conscience mentale. Ouais. Mm. Ouais. Donc, parce qu'en général, surtout si on accepte les renaissances, c'est que c'est le continuum de conscience qui continue, il y a peu de chances qu'on s'identifie à son corps. Ouais. Il y a peu de chances, ouais. Si on accepte les renaissances et qu'on sait que c'est la conscience qui continue, on va surtout s'associer, s'assimiler à notre conscience. Et donc, c'est pourquoi c'est très important, toutes ces techniques du Mahamudra, du Dzogchen, etc., pour réaliser la vacuité de la conscience.
D'abord de la conscience grossière avec le Mahamudra des Sutras, et ensuite progressivement de la conscience subtile avec les niveaux similaires au tantra supérieur. Et dans ce cas-là, il y a une très forte puissance de l'esprit pour réaliser sa propre vacuité. Et il n'y a plus du tout de quoi s'agripper, en fait. Il n'y a rien à saisir dans ce cas-là. Il n'y a plus rien à saisir, puisque non seulement la personne est censée réaliser le non-soi de sa propre personne, mais en plus le non-soi de ses agrégats, dont l'esprit. Ouais. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien à saisir. Ouais. Ça, c'est intéressant. Intéressant. Pour ceux que ça intéresse. Ok, très bien. Quand nous comprenons la vacuité de l'existence intrinsèque à un niveau profond, il y a de toute évidence une diminution importante de la force de nos émotions perturbatrices, telles que la colère et l'attachement vers les objets de ces émotions. C'est comme si la réalisation de la vacuité desserrait les griffes de nos pensées et émotions afflictives. Waouh, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il est possible, en effet, de faire en sorte que notre ignorance perde du terrain. Comme c'est l'ignorance la racine des autres afflictions, forcément, les autres afflictions vont certainement perdre du terrain. Ouais. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça prend du temps. Ouais. Donc ça ne peut pas être tout ou rien. Il y a, il y a des zones de gris. Il y a des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. C'est surtout entre la théorie. Hein? Oui. C'est surtout entre la théorie et la pratique. Parce qu'on Oui. on le comprend tout ça. Et puis la plupart du temps, on arrive à. Enfin, si on est face à une personne peut-être en colère, ou on sait que voilà, enfin, c'est pas elle, et on arrive à décompter. Mais c'est vrai que des fois, sans que tu t'en rendes compte, ça te tombe dessus. Et c'est là que des fois, comment dire, tu attaques, c'est un peu fort. Enfin, je veux dire, tu te mets dans cette colère aussi, où tu contre-attaques. Après, tu te dis, pourquoi tu fais ça? Mais il est déjà trop tard vu que tu l'as fait. Donc c'est ça, il faudrait... après, il faut beaucoup d'entraînement, mais je suppose que c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est compréhensible en théorie. On comprend tout ça. Mais après, être devant cette personne ou devant une affaire qu'on a écoutée à la télé, comme la petite jeune là, qui vient de se faire étrangler et tout ça, on sait très bien que le gars, là, il doit être malade. Mais je pense que si sur le coup, tu es devant lui, la réaction ne serait pas la même. À notre niveau, hein. Je suppose. Pardon. Mais en même temps, c'est vrai que déjà de se poser la question pourquoi est-ce que je me suis mis en colère, c'est déjà la marque d'une pratique spirituelle. Parce que la plupart des êtres non spirituels ne se posent même pas la question. C'est tout à fait normal, il faut être en colère, il faut réagir avec colère, etc. Mais en fait, parce que tout simplement, déjà à l'état ordinaire, on confond la saine indignation, le fait d'être indigné par rapport à une situation, de dire non, ça ne doit pas arriver, ça ne doit plus arriver, etc. Et la colère. Souvent, on mélange les deux. Mais déjà, en effet, on peut être en colère facilement. Moi, il suffit que je dois prendre le train. Bah, hier, par exemple, hier, je suis allé à Foix pour une réunion interreligieuse, etc. Et donc, bah, forcément, le deuxième train, il n'allait pas à Foix. Ils ont remplacé par un bus, etc. Mais j'ai ressenti que ça aurait pu venir facilement. Ouais. Et finalement, bon, ça s'est décanté parce qu'il y a eu un bus qui a été mis en place. Mais quand il y a quelque chose d'important qu'on doit faire, etc., qu'on a des bâtons dans les roues, parce qu'on se dit, bah, c'est juste ce que je dois faire. C'est très juste. Et ce qui m'arrive, c'est injuste. Les bâtons dans les roues, c'est injuste. Alors forcément, il y a la moutarde qui monte. Mais en fait, si on se pose la question et qu'on se dit, OK, quel est l'intérêt? Est-ce que ça va me faire arriver plus tôt, plus vite? Est-ce que ça va me faire arriver, tout simplement, à l'endroit où je dois aller, de me mettre en colère? Est-ce que ça va faire en sorte que l'univers, soudainement, va se mettre à être parfait, que les gens vont se comporter comme je le souhaite? Pas du tout. Ouais, c'est même contre-productif. Je pourrais même imaginer que je sois tellement en colère que on me refuse l'accès du bus pour aller à Foix. Pourquoi pas? Mais pourrait il y très a bien encore certains médecins, entre guillemets, parce que je vois chez nous, on a un jeune qui est très colérique, enfin bon, il a subi plein de choses, et souvent, il tape sur les personnes, sur ses copains, ou
ou carrément il casse les chaises et des trucs comme ça. Et on a discuté avec ses parents et sa maman qui me dit comme quoi, enfin qui nous dit, hein, comme quoi son médecin lui a dit de laisser éclater sa colère et de tout décharger, il faut que ça sorte. Alors d'un côté, je trouve éventuellement le truc, mais il peut blesser dans ces cas-là, je ne comprends pas. Enfin, il y a une thérapie à faire normalement, je pense. Mais là, souvent, là, en 15 jours, il nous a cassé 2 chaises, il a mordu, je ne sais pas combien d'enfants, enfin bref, c'est... Et après, il s'en va, hein, le gamin, tu vois très bien qu'il n'est pas bien non plus. Oui. Et quelque part, c'est Je sais pas pas, logique. je voudrais proposer à la personne qui a conseillé ça de garder le gamin quand il fait une crise. C'est ça. Ben, c'est ce que la directrice a dit qu'elle allait prendre rendez-vous pour. Voilà. Enfin bref, c'était un interlude, mais juste pour dire. Il y a encore des médecins qui disent qu'il faut tout sortir, il faut tout lâcher, il faut. Ouais, mais je crois que le problème, il est surtout pourquoi on réfrène entre guillemets sa Oui, colère. Si tu réfrènes ta colère pour un motif spirituel tel que celui dont on vient de parler, ok. Maintenant, si tu réfrènes ta colère simplement parce que tu sais que tu vas te faire taper dessus ou parce que, etc., c'est pas du tout pareil. Et oui, il est effectif qu'un enfant comme ça, je dis pas qu'il faut qu'il tape sur tout le monde, hein, mais je veux dire, un enfant comme ça, le pourquoi de la colère est important à connaître sur le plan conventionnel. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait de réfréner sa colère parce on n'a pas de soi inhérent. Tu vois, enfin, je crois, ça peut pas être oui, vu. oui, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Parce que dans certains cas, réfréner, ça peut être encore pire. Ouais, Ça peut être pire. Dans ça va des cas faire. psychiatriques, ça peut être bien pire de laisser la colère réfrénée, quoi, hein. On a même des cas de conversion hystérique corporelle sur des colères réfrénées, des choses comme ça. C'est surtout le pourquoi on va réfréner, plutôt que le fait de réfréner lui-même. Je crois. Et le comment, ouais. Et le comment aussi, certainement. Comment et voilà. Parce que l'idéal, c'est de ne pas réfréner une émotion négative, mais de la laisser se dissoudre, en fait, de la laisser se libérer d'une certaine manière, ouais, dans l'espace de la vacuité, dans l'espace de l'esprit, etc. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes enseignées par le Bouddha. Il y a la méthode, on pourrait dire, dans la tradition Kagyupa, par exemple, j'aime bien cette façon de mentionner les choses. C'est-à-dire qu'il y a la méthode du véhicule fondamental, c'est se mettre ouvert, c'est s'éloigner autant qu'on peut des objets de colère, d'aversion, d'attachement, etc. Donc, c'est une méthode aussi. Pourquoi pas, par exemple, tout simplement, quand on est émotionnellement sollicité à tour de bras, on peut prendre des vacances, par exemple, ça peut faire du bien. Donc c'est simplement temporaire, bien sûr. Et ensuite, il y a employer les antidotes. Ouais, quand on sait que la colère a pour antidote la patience, on essaye, autant que faire se peut, d'employer les antidotes. Ouais. Et il y a d'autres méthodes aussi, le fait de reconnaître la véritable nature de tout ça, de l'esprit, Voilà. etc. Et voilà, ces émotions se dissolvent d'elles-mêmes d'une certaine manière. Ouais. Et je pense que c'est, oui, le fait de réfréner, c'est là où on se dit, finalement, il y a quelque chose qui peut faire plus de mal, en effet, parce que ça fait l'effet cocotte-minute. Ouais. Dans certains cas, il vaut mieux, à la rigueur, par exemple, si on a une colère trop forte vis-à-vis de quelqu'un, on peut prendre le temps d'aller dans sa chambre et d'insulter cette personne dans sa chambre quand elle n'est pas là. Et ça peut faire un bien fou, sauf on a fait de mal à personne, on n'a pas insulté cette personne-là. Ouais. Donc ça peut être une méthode, mais très très rudimentaire, mais qui peut fonctionner aussi. Ouais. Donc cette charge émotionnelle, on la décharge tout de suite comme ça, paf, sans nécessairement faire du mal à qui que ce soit. Donc on fait quand même attention. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de prévenir les choses, mais de méditer. De méditer encore et encore sur ces exemples-là. Ils sont très précieux, ces exemples-là, si on sait les utiliser. C'est-à-dire qu'on prend le poison et on le transforme en remède. Hein. Tous les vaccins fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on prend la substance vénéneuse et on la transforme en antidote. Ouais. Donc, ces situations qui, du premier abord, semblent tellement destructrices et tellement submergées, elles sont extrêmement précieuses si on sait les utiliser sur le coussin de méditation, en se disant, OK, qu'est-ce qui m'a fait me mettre en colère en réalité? Au-delà des simples apparences, parce que ce genre de situation, en général, me met en colère. Oui, d'accord, mais pourquoi? Intéressant. Intéressant, parce que comme ça, grâce à cette personne-là, c'est là où dans les textes, on dit
Par exemple, dans le Lojong Tsigema, les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit à la bonté. Dans la 5e, par exemple, quand on dit quand quelqu'un par jalousie me maltraite, etc., puissais-je offrir la victoire et prendre la défaite sur moi. Et ensuite, juste après, la 6e strophe qui dit quand j'ai accordé toute mon affection et toute mon aide à quelqu'un, que cette personne se retourne contre moi, puissais-je la considérer comme un ami spirituel, comme un maître spirituel. C'est là où on comprend, en fait, qu'on se dit, OK, il y a une substance vénéneuse, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux la transformer en antidote? Et ça me servira à l'avenir, en fait. Ça veut dire que grâce à cette personne-là, on va grandir intérieurement. On va grandir intérieurement, même si sur le moment, on n'a pas l'impression de grandir intérieurement. On se dit, ah non, je suis encore laissé bouffer par la colère. Oui, c'est un fait. Mais au moins, on se pose des questions. On se dit, pourquoi? Pourquoi j'ai été en colère? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de ceci, de cela? Et à l'avenir, et si une même situation advient et qu'on a vraiment travaillé là-dessus, ça va être naturel en fait. On n'aura pas besoin de réfréner la colère. Elle ne viendra pas tout simplement. Elle n'aura aucune chance de venir. Ouais, parce que on a tellement l'habitude de traiter avec les causes et les conditions en se disant que ces autres personnes autour de nous sont aussi affligées que nous, sont aussi des êtres ordinaires, ont aussi leurs propres casseroles, ont leurs souffrances, ont leurs difficultés. J'aurais tendance à me dire ça de premier abord quand je vois que le train est annulé, je me dis ah c'est pas vrai, je vais boycotter la SNCF, etc. Et à chaque fois j'y pense, je me dis je vais boycotter la SNCF, je vais appeler au boycott même de la SNCF sur Facebook, etc. Je le fais jamais. Parce qu'au bout d'un moment je me dis qu'ils ont leur raison aussi. Ils ont leur raison aussi. C'est peut-être des mauvaises raisons, mais c'est quand même des raisons. Si je peux rajouter quelque chose aussi. En fait, je pense qu'aussi, souvent, on a besoin aussi il faut intellectualiser certaines choses et beaucoup de personnes, et dans notre société, on n'a pas le temps ou on ne prend pas ou on ne connaît pas, on ne sait pas intellectualiser les choses parce que souvent, c'est ce qu'il faut faire. Et on ne prend pas le temps parce que les gens, on ne connaît pas, on ne sait pas. Non, effectivement, mis à part les cas pathologiques où effectivement là il faut soigner par des médicaments ou autre chose, il est vrai souvent qu'il vaut mieux anticiper qu'on sait souvent ce qui va provoquer les colères. De toute façon, on le sait en général que ça va venir. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis rendu compte souvent que quand les gens qui sont très colériques, finalement, c'est une protection parce que en général, c'est des gens qui se laissent, qui n'osent pas. Et être en colère, ça donne une force finalement de pouvoir, quand ça monte, finalement, ça vous donne une force que vous n'avez pas sinon de façon naturelle. Et ce qui fait que vous allez vous mettre en colère. Alors que si avant, vous aviez pris les devants, on prend les devants et on réfléchit sereinement, on ne laisse pas ça monter. En fait, il faut agir finalement au fur et à mesure. Et souvent, je me dis même en ce qui me concerne, parfois, je me dis que quand je vais dire quelque chose, je pense que c'est pas moi qui le dis. Je me mets je sais pas comment vous expliquer, pas à l'extérieur, mais comme je ne m'identifie pas à ce que je veux dire, ben finalement, il y a une partie qui fait que c'est comme si je ne m'associe pas à ce que je dis, et finalement, peu importe ce que la personne va ressentir ou pas, sans être négatif, je veux dire. Mais finalement, en me dissociant, en disant que je ne suis pas ce que je dis, et bien finalement, les choses passent mieux, peu importe en fait comment la personne après le reçoit. Parce qu'on ne s'identifie pas à ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je dis, mais finalement, des fois, on va dire quelque chose à quelqu'un et le fait de le dire, on dit c'est moi qui le dis. Et du coup, ça, il y a un aspect peut-être émotionnel ou particulier. Mais si on dit que c'est pas moi qui le dis sans être, je ne suis pas, on va dire, schizophrène, mais en disant c'est pas moi qui le dis, c'est Eustache peut-être, mais c'est mon apparence peut-être, mais je ne m'identifie plus à ce que je dis. Et donc finalement, je me dis, peu importe ce que la personne va ressentir, à partir du moment où je le fais pour de bonnes conditions, bah après, si ça passe mal, bah, ça passera mal. Ça passe bien, bah, tant mieux. Et puis voilà. Et puis je me suis aussi rendu compte que souvent, quand on arrive
Et je teste ça beaucoup parce que je suis beaucoup en voyage avec mes formations. J'adopte maintenant une attitude. J'adopte une attitude. Je souris tout le temps. Mais vraiment, je souris tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je regarde ce que font les gens autour de moi. Et je me rends compte que finalement, les gens, ils sont plus ouverts et ils viennent spontanément. Et après, c'est peut-être pas forcément toujours agréable parce que après, c'est. Mais je me rends compte que, en fait, finalement, c'est, je sais pas, comme si on est ouvert aux autres, en fait, plus on est ouvert et positif, plus on attire les gens qui sont pareils. Donc, c'est l'interdépendance finalement qui fait que on agit, enfin, comme on n'est pas tous les uns, on est tous reliés, si on est positif, les gens positifs vont être autour de toi. Et enfin voilà, je pense en fait que tout à l'heure tu parlais du train. Moi, quand je suis rentré tout à l'heure, il y avait une queue pas possible pour prendre le ticket de métro. Et je me dis, mais c'est pas possible, ils font exprès, il n'y a que 2 guichets ouverts alors qu'on est. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas m'énerver. Je suis là et puis j'ai commencé à regarder les gens. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Et j'ai passé le temps comme ça en me disant, de toute façon, si je m'énerve, ça ne va rien changer. Et donc, mais ça, c'est parce que j'arrive à intellectualiser, mais tout le monde n'a peut-être pas le temps d'intellectualiser ou n'a pas la capacité, etc. Donc, c'est compliqué, en fait. Et puis, tout le monde n'a pas envie aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Et quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et puis, c'est comme les graines karmiques, hein. Tu as dit, je ne sais plus, on a dit qu'il y en a 3. Il y a les graines, certes, ça, on n'y peut rien, mais il y a la proximité et puis la rumination. Donc, la proximité, des fois, on peut faire des choses. La rumination, c'est peut-être un peu plus compliqué, là. Oh, mais il y a des colères, des fois, qui ont changé les choses en bien aussi. Enfin, je sais pas. Parce que entre cette position et l'indifférence, c'est pas la même chose. Mais je veux dire, il y a des choses devant lesquelles on ne peut pas rester indifférent. Alors qu'on n'adhère pas à cette colère qui est légitime, ok, ça doit être assez compliqué. Moi, ça m'arrive très rarement de ne pas y adhérer. Mais je crois qu'il y a des colères quand même qui sont très légitimes, quoi. Je veux dire, ce soir, je regardais les infos. Quand tu entends Macron qui dit le sport n'est pas politique, quand tu vois que les équipes françaises vont pas porter les brassards LGBT sous prétexte que pas mal de joueurs ont été payés au dépôt de vin de la part du Qatar, enfin des choses comme ça. C'est un peu compliqué quoi de se dire bon bah c'est leur karma quoi. Merde à la fin quoi. Je veux dire non, c'est pas leur karma, c'est qu'à un moment tu peux pas non plus. Enfin, tu dois pouvoir peut-être pas te laisser coller par ces trucs-là, mais c'est quand même violent quoi. Il y a des choses violentes quand même qui t'agressent. Oui, Enfin, je sais je pas. pense que c'est de l'indignation. Je suis pas sûr qu'il faille toujours mettre le mot colère derrière cette émotion, hein. On est indigné par ce qui se passe. Et en effet, l'indignation, c'est ne pas être indifférent. Oui, donc il faut pas s'identifier à cette indignation, effectivement, mais ça, c'est pas simple, hein. C'est un moteur. Changer Après, le tu monde, peux, hein. oui, c'est un moteur. Tu peux participer à ta manière à toi en partageant un truc sur les réseaux ou en parlant autour de toi. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, disons, de se tourner vers une solution. Mais après, en sachant qu'on ne peut pas tout changer, ça c'est sûr. Non, mais ça, c'est évident. Mais je veux dire, dans certaines périodes historiques, heureusement qu'il y a des gens qui ont fait péter la colère quand même. C'est compliqué, quoi. Oui, c'est une notion compliquée. Il y a un texte à un moment donné, ça s'appelle Surmonter les émotions destructrices. C'est comment dire, une prise de notes d'un colloque Mind and Life. Les colloques dont Oui, SSMT est à l'initiative. Et à un moment donné, ils sont en train de parler de la colère, justement, et de se poser la question, OK, est-ce qu'elle peut être motivée par la compassion ou pas? Et donc, tu as tous les guichets qui sont autour de SSMT qui sont en train de débattre pendant un certain temps pour essayer de trouver une solution. Ça va, parce qu'en effet, comme tu le dis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été. Ça peut être un moteur, hein, comme dit Eustache aussi, ça peut être un moteur. Donc, est-ce que c'est vraiment l'affliction de colère ou pas? Donc, ça pose question. Parce qu'une affliction, de toute façon, elle nous fait du mal et euh, il est rare qu'elle engendre des bienfaits. Hmm. Oui, oui, non. Voire même impossible. Donc, c'est quelque chose qui est motivé. Il y a nécessairement où il peut y avoir de la compassion d'abord et par la suite
de la colère, mais cette colère ne peut pas être par nature compatissante, parce que la colère, c'est une affliction qui est comment dire, négative, elle est non vertueuse par nature, ouais, Mm. aux inférieurs, alors que la compassion, elle n'est pas non vertueuse. Donc il ne peut pas y avoir un état d'esprit antinomique, on ne peut pas avoir un état d'esprit non vertueux et vertueux en même temps. Ouais. Il peut être ni l'un ni l'autre, il peut être neutre, mais il ne peut pas être à la fois vertueux et non vertueux. Mm. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il y a tous les guéchés qui discutent autour de sa sainteté en disant, OK, est-ce que la colère peut être associée à la compassion? Et en fait, non, il peut y avoir un moment de compassion d'abord, et peut-être un sentiment d'impuissance, un sentiment enfin, tout un tas de sentiments qui peuvent survenir aussi, et la colère qui vient. Et l'indignation n'est pas nécessairement de la colère, n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. J'ai l'impression. Au contraire, c'est le sentiment d'injustice, et tous les enfants ont ça, ouais, dans la petite maison dans la prairie, quand les Olson critiquent Nora ou je ne sais quoi, ou les font pleurer ou je ne sais quoi, ils font pleurer quand on voit des enfants qui ne sont pas nourris, ou qui ne sont pas aimés, ou qui sont... C'est horrible, c'est injuste. Ouais, et donc on doit considérer que c'est injuste. Conventionnellement, c'est injuste. Donc il doit y avoir cette saine indignation, comme dit Mathieu Ricard. Lui, il parle bien de cette saine indignation, avec vraiment quelque chose d'assez nuancé, et je trouve que c'est très, très juste ce qu'il dit. Pendant la retraite, En fait, c'est une indignation. Après, elle pousse à l'action, mais c'est pas une action où il y a la colère derrière et puis cette rage. C'est un positionnement ferme, mais sans la rage derrière. Oui, mais ça peut être très, très ferme et solide. Oui, oui, tout à fait. Cet été, enfin l'été, la retraite avec Jimpa, il y a une dame en fait qui nous racontait qui était, bon, elle avait pas mal de petits problèmes, mais notamment couper un arbre devant sa maison, enfin son appartement à Paris, enfin en tout cas ça générait beaucoup de frustration, de colère, et on a justement parlé de la saine indignation. Et que d'ailleurs, on a parlé du fait que beaucoup de gens sont indignés, mais ils sont indignés et en fait, ils prennent ça pour prétexte pour dire, OK, j'ai été indigné, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Mais finalement, ils font rien. Donc, c'est bien d'être indigné, mais après, si on fait rien, ben, ça sert à rien en fait. Ça sert juste à amuser la galerie. Et du coup, c'est là où on a parlé de la saine indignation. Donc, la saine indignation, comme tu disais, Rosemary, en fait, c'est en fait, tu fais quelque chose. Du coup, tu vas dans des associations où tu penses que tu vas faire avancer les choses. Après, chacun a son rythme, hein. On ne va pas changer le monde Voilà. Mais Oui, bon, oui. après, on fait ce qu'on peut avec nos moyens et nos petits moyens. Mais enfin, on fait chacun ce qu'on peut. Et puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, au moins, on aura essayé. Et donc, c'est mieux de ça que de rien faire, de regarder. Et puis pour les histoires du Qatar, de toute façon, je sais, Macron et l'histoire de la politique, on sait, ça c'est à double. De toute façon, ça a toujours été comme ça, hein, c'est en fonction des circonstances, on s'adapte. Bon, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'éteins et je regarde plus. C'est tout. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que ça existe dans le conventionnel. On peut s'en échapper, mais dans le conventionnel, ça existe. Oui, mais je fais ce qu'on dit, en fait, c'est je m'éloigne des choses qui m'agacent. On a dit, c'est les trois, je sais plus ce qu'on a dit, il y a les karmas, il y a l'application mentale inappropriée, et puis tu t'éloignes de la chose qui est ou l'attachement ou la colère. Bah, du coup, moi, je m'éloigne comme ça. Ouais. Et, Enfin, il y a aussi, dans notre identification, il est possible aussi d'envisager le côté lumineux de la force, comme quoi il y a énormément de gens qui trouvent ça injuste. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à trouver ça injuste, et il y a peut-être aussi un réveil de nos sociétés où les gens commencent à prendre en compte enfin ce que dit la science, ce que dit Greta, ce que dit le GIEC par rapport à l'environnement, etc. Et l'interdépendance, parce que ça on ne peut pas y échapper, cette interdépendance. Nos actions ont des effets à court, moyen et long terme. Et donc ça, c'est scientifique, c'est vérifiable. Et donc il y a quand même pas mal de gens qui sont de plus en plus au fait de ça. Et alors qu'avant, il y a 10-20 ans, même si les scientifiques tiraient déjà le signal d'alarme, ils les écoutaient vraiment. Ouais. Donc il y a quand même plus de gens, en fait, c'est d'autant plus jouissif de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont indignés. Parce qu'on se dit, enfin, il y a une solution. Les gens commencent, les prochaines générations vont arrêter de faire ça. On se dire, c'est peut-être parce qu'on sera tous crevés d'ici là.
Peut-être parce qu'il y a un réveil des sociétés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de générations actuelles qui sont très au fait de tout ça, qui sont dans la sobriété volontaire, qui suivent beaucoup ce que disait Pierre Rabhi, qui suivent beaucoup ce que dit sa sainteté, enfin, sans nécessairement être catégorisé bouddhiste ou associatif. Mais il y a énormément de choses, énormément de choses. Ça me fait beaucoup de bien de regarder. Oui, pardon, vas-y. Oui, je me demande, moi, en fait, parce que la colère, c'est une énergie qui est forte. Et si on parle, par exemple, du foot et tout ça, quand on est en colère, on envoie de l'énergie quand même, qui nourrit quelque chose. Alors que si on est indigné et puis qu'on dit, bon, bah, ok, c'est comme ça, mais moi, je m'occupe d'autre chose et qu'on est paisible, au niveau interdépendance, c'est très, très différent, l'énergie qui va circuler. Enfin, c'est ce qui me semble. Oui, peut-être que aussi on est peut-être plus écouté si on est plus serein et on est droit dans ses bottes et qu'on sait qu'en effet, c'est réaliste de se tourner vers une autre solution que celle qui se passe devant nos yeux à la télé, etc. Donc, on est certainement plus écouté, alors que si imaginons qu'on soit à une émission de télé et qu'on soit là en train de critiquer ceci et cela, etc., mais sans jamais vraiment avancer de solution, on n'aurait pas de crédibilité, en fait. Ouais. Alors que, en fait, l'immense majorité des gens, en fait, c'est juste que il y a, comme dit Mathieu Ricard, il y a des cycles. Hein, dans son plaidoyer pour l'altruisme, on dit il y a des cycles. Il y a des cycles comme ça dans l'humanité où parfois quelques égocentriques prennent le pouvoir. Et qu'il y a une grande majorité d'individus qui suivent simplement, qui suivent le courant. Et il y a nécessairement des gens altruistes. Il y a, je sais plus du tout les pourcentages, mais dans ces analyses, c'est intéressant de voir qu'il y a des cycles et à un moment donné, l'immense majorité des gens vont se tourner vers plutôt quelque chose d'altruiste et d'éthique et comment dire, de respectueux des autres, etc. Et c'est juste que parfois, dans certains cas, il y a quelques égoïstes, quelques égocentriques qui prennent le pouvoir. C'est juste comme ça, c'est juste cyclique en fait. Mais si les gens tirent une leçon de ça en disant, bah, ça n'a pu arriver, il faut qu'on éduque les enfants de manière avec une éducation éclairée, éducation du cœur autant que de l'esprit. À ce moment-là, on sait qu'il y aura beaucoup moins de dictateurs dans une prochaine génération, beaucoup moins d'égocentriques parce que c'est aussi dans la nature humaine que d'être altruiste, qui ne demande qu'à être nourri. Ouais. Donc, si on se tourne vers ces solutions-là, on se dit, on peut faire quelque chose. Par exemple, s'il y a ne serait-ce que 2-3 personnes qui regardent cette vidéo et qui se disent, bah oui, il est possible qu'on prône une forme d'éducation éclairée, tout à fait séculière, sans besoin des religions, etc. À ce moment-là, on peut en effet nourrir ces qualités humaines, humanistes qu'on a tous à différents degrés. Et il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Ouais. Et donc, on aura déjà gagné, on sera déjà tourné vers une solution. Et puis, en sachant aussi que la colère peut nous bouffer vraiment, et elle bouffe notre système immunitaire. En fait, de ce point de vue-là, on ne peut pas vraiment servir notre cause humaniste si ça abrège notre existence ou si ça nous rend malades, etc. Comment est-ce qu'on peut soutenir une cause juste, humaine, etc., si soi-même on ne va pas bien? Ce que dit sa sainteté, il dit qu'il a la pression artérielle d'un bébé, et pourtant, tous les jours, il prend connaissance de ce qui se passe au Tibet et des droits de l'homme qui sont complètement foulés du pied par le gouvernement chinois, etc. Mais il sait très bien que lui, il maintient sa cause profondément humaniste, etc., pas que pour les Tibétains, pour le peuple chinois aussi. Et il sert admirablement cette cause, parce qu'il est lui-même en bonne santé, etc. etc. Ouais. Donc c'est assez exemplaire de voir ça, de se dire, waouh, il y a des gens qui ne sont pas... C'est vrai que on aurait tendance à se dire ça peut être de l'indifférence, mais en fait, pas du tout. Non, il maintient cette paix qu'il a dans le cœur pour pouvoir la rayonner. Et c'est ça qui est important, en fait. Ouais.
tout en disant non au gouvernement chinois, en disant non, ça ne doit pas arriver. Il a reconstruit Tout à fait. le Tibet en Inde, en fait, grâce à la vente de ses livres, etc. D'ailleurs, vous avez participé grâce à l'achat du livre, vous avez fait une offrande à sa sainteté. Et toutes ces offrandes sont totalement redistribuées pour reconstruire le gouvernement en exil, etc., etc. Donc, il a admirablement sauvé le Tibet, en fait. S'il avait choisi la violence, et déjà il aurait été à l'encontre de ses vœux monastiques, à l'encontre de la tradition bouddhiste, etc. Et personne ne l'aurait écouté. Il n'y aurait pas eu du tout, il n'y aurait eu aucune ou très peu d'associations qui œuvrent pour la cause tibétaine, etc. Alors que là, au contraire, il y a beaucoup d'associations. Parce qu'on sait que c'est juste, que c'est sain, que c'est humaniste, que c'est une affaire de droits de l'homme, une affaire de droit à l'autodétermination des peuples, que ce n'est pas du tout religieux. Bien sûr que la tradition bouddhiste, en plus de ça, dit il faut être compatissant, il faut être non violent, etc., etc. D'autant plus. Mais même sans avoir été... j'imagine que s'il n'y avait pas eu la tradition bouddhiste, sa sainteté aurait été le même, en fait. Il aurait dit, ça ne doit pas se faire, mais avec une compassion immense. Ouais. Donc c'est là où on peut distinguer vraiment la colère et l'indignation. Parfois aussi, on entend les gens qui disent qu'il ne faut pas juger. Ouais. Mais je pense que parfois, ça peut être pris d'une manière un peu tronquée, dans le sens où il faut juger qu'une action est malsaine. Oui, il faut juger les actes et pas la personne, quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Les actes et pas les personnes. Mm. Ouais. C'est-à-dire que les personnes, elles sont aussi, si elles étaient vraiment heureuses et à l'aise dans leur godasse, qui ferait du mal à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit? Quand on va bien, on n'a pas envie de faire du mal à qui que ce soit. Si on fait du mal à quelqu'un, soit qu'on l'assassine, soit qu'on l'étrangle, soit ceci et cela, parce qu'on est persuadé qu'on va trouver le bonheur, là. Et on est dans une confusion totalement à côté de la plaque. Ouais. Et donc, on accumule énormément de souffrance à venir pour soi-même et on fait souffrir les autres. Parce qu'on n'est soi-même pas heureux. Parce qu'on est soi-même sous le coup de nos afflictions. Et donc, quand on essaie de comprendre ça, on se dit, finalement, est-ce que notre colère est justifiée ou est-ce que ça ne serait pas plutôt la compassion vis-à-vis de cette personne? Non seulement des victimes, mais du côté des bourreaux aussi. Les bourreaux aussi ont besoin de compassion. Mais par contre, leurs actes ne doivent pas exister. Tout faire pour que leurs actes cessent d'exister dans ce monde. C'est important de juger les actes. Sinon, on ne saurait plus ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est malsain, et ce serait le chaos total. Donc il faut juger, il faut l'esprit critique, c'est très important. Et en effet, tout ça, ce qu'on essaie de voir là, ici, bien sûr que c'est un corrélat un petit peu de la vacuité, parce que la vacuité, il n'y a pas d'existence inhérente. Donc il y a des causes et des conditions, il y a une interdépendance, etc. Donc c'est corrélé. Bien sûr qu'on peut aussi méditer sur la vacuité en plein dedans, semblable à l'espace, pour contrer nos afflictions. Donc pour contrer ces ruminations, etc. C'est possible aussi, mais si on n'est pas très aguerri dans ce type de méditation, on peut aussi méditer sur ces choses telles qu'on vient de le faire, là, en se disant, voilà, quelles sont les causes et les conditions qui génèrent cette situation, est-ce qu'il y a des solutions? Et ça rééquilibre notre état d'esprit émotionnel, non? J'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment très, très intéressant de se poser ces questions-là, parce que on a une tradition psychologique en Occident qui est très, très importante, qui est très précieuse. Il faut vraiment inviter les psys de tous ordres, occidentaux et bouddhistes, à discuter entre eux. Ouais. C'est vraiment ce que conseille sa sainteté pour faire grandir les choses. Ouais, parce qu'on a des deux côtés, on a des choses à apporter et comment dire, à prendre en compte. Ok, très bien. Il nous reste quelques minutes et je crois que j'ai plus de temps parce que je suis sur mon portable. Il y a des chances que ça ne coupe pas à 10 heures pile. On verra. Très bien. Si vous avez d'autres interrogations, des échanges, n'hésitez surtout pas. On est là aussi pour ça. Ok.
Lorsque plusieurs personnes se rassemblent, chacune d'entre elles a ses peurs, ses espoirs et ses problèmes propres. Nous sommes en présence d'une multiplicité d'états d'esprit. Chacun de ces états est sans fondement, sans fondation solide, quelle que soit la force avec laquelle il est ressenti. Dépourvu de réalité intrinsèque, il semble cependant tout à fait fondé. C'est presque comme un spectacle de magie exécuté par un illusionniste de talent. La nature de cette réalité est en dernière analyse introuvable. Est-ce étrange? C'est beau de voir ça, ouais. de voir qu'en effet, si on discute ne serait-ce que 5 minutes avec quelqu'un, par exemple, hier, je discutais avec des gens, etc. On parlait en plus d'un point important, c'est la mort pour les soins palliatifs, etc. Donc, c'était très important du point de vue des différentes traditions, etc. Vraiment, j'ai adoré cette rencontre. Et c'est vrai qu'en dehors de la réunion formelle, on discute avec les gens, il y a nécessairement des problèmes qui vont survenir, qui vont émerger. Ouais. Si vous discutez avec, dans des aéroports ou ailleurs, vous allez voir qu'en effet, les gens vous disent des choses très superficielles, etc. Et que si vous entrez dans une discussion un peu plus approfondie, vous allez entendre des problèmes, nécessairement. Donc, ces problèmes ont parfois une raison d'être, parce qu'il y a des causes et des conditions, et parfois, c'est juste des problèmes qu'on se crée dans la tête. Parfois, on se crée des problèmes. Si je regarde un petit peu ce qui se passe dans ma famille, ce sont des problèmes qui sont purement artificiels. Purement artificiels. C'est juste venu des élaborations conceptuelles des gens et des réactions émotionnelles, etc. Mais en réalité, dans les faits, il y a... ça fait pchit. C'est intéressant de voir ça. Intéressant de voir ça. Ok. Et donc, après, est-ce qu'on peut apporter des solutions ou pas? C'est difficile, ouais. Si on est en colère soi-même, c'est très difficile. Très difficile. Ok. Donc, dans nos vies quotidiennes, nous travaillons dur, souvent motivés par des états d'esprit émotionnels tels que la colère, l'orgueil et l'attachement. Quels sont exactement les objets vers lesquels nos émotions intenses sont dirigées? Si nous devions les rechercher, les trouverions-nous? Y a-t-il réellement quelque chose à trouver? Quelle est la façon dont nous devons remettre en question notre expérience de tous les jours? Si toutefois cette attitude critique vous amène à conclure qu'il ne sert à rien de chercher la bouddhéité ou de remédier à une situation pour le climat, etc., ou pour les droits de l'homme, etc., car elle est dépourvue d'existence intrinsèque, c'est le signe que vous êtes en train de glisser vers le nihilisme. Ouais. Ça, c'est très, très, très important. Très important. Donc ça, bien sûr, on en a beaucoup discuté déjà au cours de nombreuses sessions, donc je ne vais pas y revenir. Mais en effet, si on se dit, oh, bah, c'est pas grave, ce qui est arrivé à la télé, parce que de toute façon, tout est vide, c'est qu'en effet, on n'a pas du tout compris la vacuité. Ouais. C'est grave, ça ne doit pas arriver. C'est grave parce que c'est vide d'existence inhérente. Ouais. Ça existe parce que c'est vide parce que ça existe. Ouais. Très bien. Ok. John Dumpa, qui était l'une des émanations de sa sainteté avant d'être Dalai Lama, et l'une de ses incarnations précédentes, John Dumpa a dit un jour qu'au sein de la sphère de la vacuité, la main est vide et le feu également, mais que si vous mettez votre main dans le feu, vous serez brûlé. Justement, parce que la main est vide d'existence inhérente et le feu est vide d'existence inhérente. Donc la vacuité d'existence inhérente implique la causalité, implique l'existence des phénomènes. Ouais, ne réfute pas l'existence des phénomènes. Ça, c'est très important. À mon sens, c'est très vrai. Si vous vous dirigez vers une personne qui dit « Oh, tout est comme une illusion, tout est comme un rêve, rien n'est réel », et que vous la piquiez avec une aiguille, comment va-t-elle réagir? Laissons-la découvrir s'il y a une réalité. Tu as tes aiguilles à tricoter, Rosemary? Ça me fait rire parce que j'ai fait pareil avec une amie la semaine dernière. Bon. Elle est dans quel état aujourd'hui? Non, mais elle discutait, je ne sais même plus de quoi, puis elle disait, ouais, j'ai l'impression des fois que rien n'est réel, que moi-même, moi, je n'existe pas. Et puis du coup, j'étais chez elle, elle était en train de recoudre, j'ai pris son truc, je l'ai piqué à la main, fait, t'es débile, ça fait mal. J'ai dit, bon, tu vois bien que tu existes. C'est radical. Efficace.
Oui, c'est efficace. Et ben voilà, tout à fait, tu as appliqué les enseignements de sa sainteté. C'est intéressant, ouais. Et donc, euh, sa sainteté dit, donc laissons-la découvrir, comme ton ami ou ta collègue, s'il y a une réalité. Je ne dis pas que les choses n'existent pas, bien sûr. Les choses et les événements existent, ils produisent un impact sur nos expériences de douleur et de plaisir. Ce que je dis, c'est que les choses n'existent pas de la façon dont nous croyons qu'elles existent. Waouh, ça c'est magnifique. Et donc ensuite, bien sûr, il va parler du moi introuvable. Et donc ça, vous en avez déjà l'habitude, mais on en parlera donc la semaine prochaine. Et donc, il nous reste combien de sessions? Il nous reste encore la semaine prochaine et puis la semaine d'après, je crois, jusqu'au 16 ou jusqu'au 18, je ne sais plus. Ok, 27, 4, 11. Il est possible qu'il y ait un dimanche qui saute, je crois. Hein, c'est possible. Je vais regarder ça. Et puis ensuite, il y aura les vacances. Tout le monde retourne chez les Moldus, comme chez Harry Potter. Et donc, c'est super. Alors, attendez. Voilà, donc le 4, il y aura, je crois, voilà. Donc le 27, oui, en effet, la semaine prochaine, il y aura. Le 4, il y aura. Il n'y aura pas le 11 et il y aura le 18. Ouais. Et après, ça reprendra de manière habituelle, puisque le dimanche à 21h, j'ai aucune autre obligation au monastère. Donc, je pourrai continuer le dimanche soir. Pour les vendredis, c'est là que ça va évoluer, ça va changer. Ce sera peut-être à cette même heure, si on a les débats qui continuent après cette session de débat du vendredi, parce que j'aurai les réunions des moines, même si ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé au jasmin, mais je ne pourrai pas y échapper comme actuellement. Donc, je vous redirai tout ça d'ici là. Ouais, ok. En tout cas, merci du fond du cœur. C'était un vrai plaisir d'échanger une fois de plus avec vous. Et puis, prenez bien soin de vous. On se retrouve vendredi ou dimanche. Ouais. Ok. Merci. Au revoir. Merci. Passez une bonne semaine. Ciao, gros bisous. Bonne nuit, bisous. Bonne Gros semaine. bisous. Bonne Bonne semaine. semaine, au revoir.